Mesdames, Messieurs, dans quelques secondes maintenant, vous allez pouvoir assister à une table ronde intitulée Comment nourrir la planète avec Camille Michel, agricultrice, Dominique Scheller, PDG de Système U, Thierry Blandinière, DG d'Invivo, Fabrice Lundy, chroniqueur économique et Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture. Merci beaucoup Théo Tapiro, le chef de cabinet de Monsieur le maire. Encore une très belle journée ici aux Rencontres de l'avenir de Saint-Raphaël, organisée par Nicolas Bouzou. Et merci à vous toutes et tous, évidemment, d'avoir été aussi nombreuses tout au long de la journée. Alors, vous êtes à peu près un petit millier. Alors, rien à voir évidemment avec la population de la Terre. 8 milliards d'habitants. 8 milliards d'habitants, 8 fois plus qu'en 1800. Et on attend 10 milliards en 2050. Alors, que faire? Que faire pour nourrir toute cette population? Est-ce qu'on pourra subvenir à nos besoins? Quelle alimentation pour demain? Qu'est-ce qu'on va cultiver à terme? Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent aussi ici même, en France, dans un contexte de reconquête de la souveraineté alimentaire. Souvenez-vous, la guerre en Ukraine qui a pointé un certain nombre de carences, bien sûr, en matière de céréales, vous le savez, dans plusieurs domaines, l'énergie aussi, bien sûr. Il faut ajouter aussi la problématique du réchauffement climatique, et puis de tous ces phénomènes, ces aléas climatiques, ces tempêtes, et on va en reparler dans un instant avec Monsieur le ministre, bien sûr. Innover en direction d'une agriculture plus résiliente, plus écologique aussi. Ben oui, comment on décarbone cette agriculture? Comment est-ce qu'on s'assure aussi que notre modèle il est respectueux de l'environnement tout en rémunérant, rétribuant à leur juste prix, qui ça? Les agriculteurs dont on est tellement fiers. Nous allons écouter leurs propositions. Quel avenir pour l'alimentation, pour l'agriculture, avec notamment le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, monsieur Marc Fesneau, qui est venu spécialement pour vous à Saint-Raphaël, aux Rencontres de l'avenir. Soyez le bienvenu, monsieur le ministre. Merci. À ses côtés, et c'est pas tous les jours qu'on reçoit aux Rencontres de Saint-Raphaël un numéro 1 mondial. Oui, un numéro 1 mondial avec Thierry Blandinière, qui est le directeur général de Invivo, alors qui est le premier groupe coopératif en France, du Malte. Premier mondial du Malte depuis avant-hier, on va en reparler dans un instant. C'est 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 13 000 collaborateurs, producteurs de blé, négociants de céréales, distributeurs de vin avec Cordier by Invivo. Vous êtes acteur dans la meunerie aussi. Et puis alors, Jardiland. Voilà, aussi, Delbar, Boulangerie Louise, Gamme Vert, Le Grand Marché, Bionco, des enseignes que vous connaissez. Il y a également Camille Michel, agricultrice à Saint-Martin-de-Palière, près de Riance, dans le Haut-Var. Elle élève une 60aine de chèvres. Elle fait donc des fromages de chèvres. C'est intéressant, en effet, d'entendre la jeune génération, justement, très impliquée, justement, dans ces nouveaux modèles agricoles. Et justement, Camille Michel, qui est membre des Jeunes Agriculteurs du Var, qui va vous proposer, aux environs de 20 heures après l'intervention de Jean-Yves Le Drian, une dégustation de produits agricoles du Var. Elle ne sera pas toute seule, elle sera avec aussi Pierre Gattaz, le Château de Sannes, juste à côté d'Aix-en-Provence, dégustation de vin. Et puis on va terminer, parce que c'est un super plateau, avec Dominique Schelcher, le directeur général de Système U. C'est le 4e acteur français en matière de distribution. 700 magasins, 12% de part de marché, et puis une 50aine de magasins ici, dans le département du Var. Alors, juste un mot, je parlais des aléas climatiques, Marc Fesneau, et la semaine qui se termine, elle a été compliquée. Elle a été compliquée pour de nombreux agriculteurs, bien sûr. Je pense au Pas-de-Calais, on vous a vu là-bas sur place avec le président de la République. Semaine difficile. Semaine qui s'ajoute après d'autres semaines de très nombreuses inondations. Vous étiez sur le front, Marc Fesneau. Prenez votre micro, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais saluer l'organisateur Nicolas Bouzou, saluer les élus, le maire, et vous saluer toutes et tous et vous dire le plaisir... La sénatrice, pardon. Vous saluer tous et tous et dire le plaisir qui est le mien d'être parmi vous. Oui, c'est une semaine, alors c'est une semaine, c'est des semaines. La vérité, ce qu'on est en train de vivre, c'est l'histoire de l'agriculture et de l'humanité quand même que d'avoir eu des événements climatiques. Ça, c'est pas tout à fait nouveau. Ce qui est nouveau, c'est sans doute la récurrence plus grande qu'avant. Et la violence, et des événements plus graves qu'avant. C'est-à-dire que quand c'est une pluie centennale, comme chacun sait ce que ça veut dire, ça revient. L'occurrence, c'est plutôt tous les 100 ans. Mais quand elle revient tous les 10 ans, on a un problème. Et donc c'est ça qui est en train de mettre, y compris en stress de production, en stress économique et en stress tout court, les agriculteurs, c'est-à-dire l'incapacité sur un certain nombre de secteurs, du fait de l'accumulation, à produire. Vous avez des agriculteurs qui sont en 5 ans au 4e événement climatique. Un coup la grêle, un coup de gel, un coup l'eau, un coup la sécheresse. Parce que ce n'est pas toujours les mêmes en plus d'événements climatiques.
Et donc, ce qu'il faut qu'on arrive à construire, au-delà de faire face, comme on l'a fait là, j'étais dans le Pas-de-Calais, j'étais hier en Bretagne, 3000 agriculteurs touchés par une tempête, plutôt des maraîchers, plutôt des arbaux, aussi des éleveurs d'ailleurs. Il faut qu'on arrive à construire un système qui permette aux agriculteurs de mieux résister. Et la façon de mieux résister, c'est l'assurance qu'on a modifiée, on pourra en reparler si vous voulez. La façon de résister, c'est avec les opérateurs de regarder comment on fait en sorte qu'on les entraîne vers des modèles qui résistent mieux en particulier. Une tempête, c'est compliqué. Mais il faut qu'on pense à ça. Puis le cycle de l'eau me fait dire aussi quand même, je ne peux pas dire au moment où il y a 1 mètre d'eau dans beaucoup de terrains dans le Pas-de-Calais qu'à un moment il faut le raisonner. Et dans des régions comme les vôtres, vous l'avez fait. Il faut raisonner sur le cycle complet parce qu'il n'est pas impossible que l'an prochain, au mois d'août, on me dise qu'il n'y a pas assez d'eau dans le Pas-de-Calais. Et mon bon sens naturel me ferait penser que ça serait peut-être pas idiot de faire des réserves. Alors on peut leur donner le nom qu'on veut. Bassine, par exemple. On peut leur donner le nom qu'on veut. Mais moi, je pense que si on ne fait pas de réserve, on va avoir un problème assez tragique. Ouais. Et elles peuvent avoir des fonctions de lutte contre les inondations, de lutte contre les incendies, d'irrigation, d'eau potable, de soutien des étiages. Donc elles peuvent avoir des tas de fonctions. Et ici, dans ces régions que vous connaissez mieux que moi, il y a longtemps qu'on s'est engagé sur ces trajectoires-là. Et je rappelle que cet été, le Pas-de-Calais, c'était le territoire qui manquait le plus d'eau avec une partie du bassin méditerranéen. Et vous voyez dans quelle situation on est. Et l'agriculture a besoin d'eau depuis la nuit des temps, et les bassines, elles ne datent pas de 202023. Certains devraient s'en souvenir justement. Absolument. Avant de manifester. Je ne sais pas comment on appellerait ceux qui pensent que 14 hectares c'est une méga. Je voudrais savoir comment ils appellent Serponçon en fait. Bon, oui, c'est vrai. Méga au cube, méga. Bon, très bien. Thierry Blandinière, oui, on va reparler de tout ça évidemment, parce que là vous êtes aux avant-postes, vous, le groupe InVivo, et vous avez plein de solutions à apporter. On parlait des assurances, on parlait des aléas climatiques. Juste un mot, parce que je vous ai présenté comme numéro 1 mondial du malt. Et le malt, c'est quoi? C'est la bière, tout simplement. C'est un énorme potentiel, bien sûr. Vous avez racheté avant-hier le 4e mondial, qui est un Australien qui s'appelle UMG, et ce qui a fait de vous le premier de la planète. Félicitations en tout cas. Trop d'honneur, merci. Non, mais en fait, l'idée derrière tout ça, c'est pourquoi grandir? Quel est le sens qu'on donne à la taille? Et je pense qu'en agriculture, il faut qu'on réfléchisse à faire émerger des champions à l'échelle européenne. On a des grandes compagnies dans toutes les filières, on en parle souvent, on entend avec le ministre. Quand on a un plan de restructuration de la filière industrielle dite énergétique, on s'adresse à 4-5 grandes entreprises. Quand on veut s'adresser à un plan, entre guillemets, Marshall pour l'agriculture, on s'adresse à qui? On s'adresse à l'ensemble des agriculteurs, avec les syndicats que je respecte, les chambres d'agriculture. Mais il n'y a pas un acteur économique qui est en capacité de canaliser les investissements pour impacter durablement les plans de transformation. Le projet d'InVivo, depuis 10 ans que je dirige InVivo, c'est à l'échelle de trouver la taille qui va bien pour justement se donner les moyens de financer la transition agricole, la transition énergétique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. On est parti d'une union de coopératives il y a quelques années pour créer un groupe aujourd'hui, à recentrer essentiellement sur les céréales. Mais bon, les céréales, ça compte. Aujourd'hui, on en parlera au niveau de la géopolitique du blé. Tout le monde comprend ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Mais c'est important que sur les céréales, et donc l'orge brassicole, bien évidemment, c'est une céréale, on arrive à faire émerger des champions. Ouais. Et donc l'orge brassicole, c'est une petite filière pour faire du malt. Et sachez que c'est les Français qui sont leaders mondiaux de cette filière d'orge brassicole, y compris avec la génétique, la semence et les malteries. Et on est très fiers d'avoir acheté le 4e acteur, qui était australien, coté à la bourse de Sydney, et que les autorités australiennes nous l'aient autorisé, pas comme les sous-marins à l'époque. Et donc finalement... Fâchez pas, il y a Jean-Yves Le Drian dans les locaux. Hein, ça non, va mais je sais qu'il est derrière, il doit écouter, donc je taquine un peu. Mais quand même, on a réussi, et franchement, tant qu'on n'avait pas l'accord du ministère de l'économie australienne, on n'était pas sûr. Donc on l'a eu hier, et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on va pouvoir intégrer cette nouvelle compagnie. Marc Fesneau, juste, on est fiers, on est content. Enfin, on a un numéro 1 mondial qui est français, qui est tricolore dans l'agriculture. C'est pas tous les jours. Non, c'est pas tous les jours, mais c'est une stratégie de long terme que vous avez menée. Il faut avoir une stratégie de long terme sur ces affaires-là. Et 2, il ne faut pas renoncer à la vocation et exportatrice et de puissance agricole de la France. Ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, qu'il y ait d'autres modèles qui s'installent en France et d'autres modèles d'agriculture et d'agriculteurs, mais on a besoin de leaders mondiaux parce que les marchés de cette nature-là, c'est quand même un marché de géants et de plus en plus de géants avec des opérateurs nouveaux qui sont arrivés. Les Brésiliens, les Ukrainiens, c'est pas tout à fait nouveau, tout ça. Les Russes,
Et donc, il faut qu'on ait des outils qui soient des outils capables à l'international d'être des interlocuteurs et d'aller batailler sur un certain nombre de marchés et d'être des leaders internationaux. On a parfois des injonctions contradictoires en France. On n'aime pas trop les accords internationaux, reconnaissons-le. Et en même temps, on est exportateur sur les céréales, sur le lait, sur les produits d'excellence à marque et à valeur ajoutée. Je pense au vin, je pense au fromage et à autres. Et on en reparlera sans doute tout à l'heure. Dans la question de la stratégie de souveraineté alimentaire, de sécurité alimentaire, ça nécessite quand même d'avoir des échanges. Parce que le modèle autarcique en dérèglement climatique et en dérèglement géopolitique, il peut être dangereux. En tout cas, je pense que c'est un modèle... Alors je vois bien ce qu'on a envie de faire autour du localisme, et moi je pense qu'il en faut. Oui. Mais ça ne peut pas être la solution quand on passe de 5 à 8, puis à 10 milliards d'habitants à nourrir, où là, on va avoir un sujet un peu sérieux quand même. Il n'y a pas qu'une solution, et on reviendra sur votre concept de troisième voie de l'agriculture, Thierry Blandinière. Et c'est vrai qu'on a prononcé un certain nombre de mots qu'on connaît tous, évidemment. Les aléas climatiques, bien sûr, la géopolitique, vous avez rappelé donc, la guerre en Ukraine, Thierry Blandinière, tout à l'heure. Il y a les questions de transparence, les questions de décarbonation, les questions de qualité également. Ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte, Camille Michel. Quand on est une jeune agricultrice comme vous, comment on fait? Par quoi on commence? Oui, tout simplement, je pense déjà, on fait ce métier aussi par passion et avec cette éthique de toujours faire mieux. Et je pense que la plupart des paysans, agriculteurs, ont tous cette volonté aussi. Mais aujourd'hui, c'est difficile de mettre en application tout ce qu'on veut faire à cause de cette lourdeur administrative qu'on a. Il y a un peu trop de bâtons dans les roues, je pense aussi, pour aller aussi vite que ce que veut le consommateur. Oui, il y a la lourdeur administrative, donc qui ne concerne pas uniquement l'agriculture. Hein. D'autres chefs d'entreprise pourraient en parler, n'est-ce pas? Donc tous ceux qui sont en premier rang, que j'identifie très très bien. Mais tous ces paramètres que j'ai cités, justement, ça transforme votre métier. Ça ouvre de nouvelles opportunités, ça ouvre un nouveau modèle, justement, puisque on est là pour se projeter vers l'avenir. Et vous êtes une jeune agricultrice, c'est vous qui allez nous nourrir dans les prochaines années. Oui, je pense déjà, c'est bien de le rappeler, c'est nous, les agriculteurs, qui allons nourrir les gens. Donc il va falloir aussi travailler avec les agriculteurs sur ce monde-là, où des fois, moi je pense qu'il y a un peu trop de fossé entre ce qu'on pense et ce qu'on voit dans les médias et la réalité du métier. Aujourd'hui, les agriculteurs, on n'en vit pas. C'est difficile. Donc aujourd'hui, on ne peut pas avancer, aller plus loin tant qu'il y a toujours ce mal-être au niveau des agriculteurs, je pense. Et c'est peut-être le premier problème pour aller plus loin et réussir à travailler dans tout ce que vous venez de citer. On verra justement comment rétribuer les agriculteurs au juste prix, bien entendu, mais le modèle agricole français de l'avenir, ça sera quoi? Ça sera des grosses exploitations ou plutôt des petites exploitations comme la vôtre, comme celle qu'il y a dans le Haut-Var, une agriculture peut-être plus proche, accessible, humaine, c'est peut-être un peu exagéré, cette épithète, mais bon. Je pense que déjà, il ne faut peut-être pas diviser tout ça. On a besoin de tout. On a besoin de tout dans un monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter de la nourriture, qui veulent du pas cher, mais la qualité ne peut pas forcément être présente. Il y en a qui ont les moyens, même si nous, on fait tout ce qui est de notre possible pour rendre la qualité à toute personne, c'est compliqué. Donc il ne faut pas diviser l'agriculture, et il y a aussi une question géographique. Nous, dans le sud de la France, on n'a pas les mêmes problématiques que dans le nord. Nous, notre foncier est très difficile d'accès. Donc on est obligé, on n'a que des petites fermes. C'est difficile d'avoir de grandes fermes. Alors que dans le nord, c'est un petit peu plus facile. Dominique Schelcher, à la tête de Système U, donc les magasins Super U notamment. Camille Michel, elle nous dit la qualité n'est peut-être pas forcément le critère déterminant du consommateur, parce qu'il y a quand même le prix. En effet, qu'est-ce qu'il demande le consommateur en matière d'alimentation? Qu'est-ce qu'il vous dit? Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Nicolas pour son invitation. Avant de répondre à votre question, je voudrais faire une anecdote qui fait le lien avec la conférence précédente de Luc Ferry. Pour venir à cette table ronde, j'ai griffonné quelques notes pour préparer mon intervention. Une fois que j'avais fait ça, je suis allé sur ChatGPT et je lui ai posé la question
de notre débat que j'ai essayé d'améliorer pour qu'il me donne la réponse la plus juste possible. Et ben, comme a dit Luc Ferry, c'était absolument bluffant la réponse. J'ai fait en 2 temps, mais la copie qu'il m'a rendue, moi, elle m'a bluffé. Donc, franchement... Elle vous dit quoi, cette copie ? Non, mais ce dont on a commencé à parler, et on va en parler, et je vais compléter. Mais avant, il y a 4 mains dans la salle, il y a 4 personnes qui ont levé la main dans la salle pour dire oui, moi j'utilise ChatGPT. Vraiment, il faut l'utiliser, il faut se rendre compte, c'est absolument incroyable. Pour répondre à votre question, qu'attendent les consommateurs ? C'est une équation en ce moment extrêmement complexe. Il faut résoudre 2 choses, un peu la fin du monde parfois, et quand on voit les intempéries qu'on vit actuellement, c'est un peu ça, et puis les fins de mois. Voilà, nous, à quoi on est confronté. Et très clairement, actuellement, le critère du prix dans cette période d'inflation qui est difficile pour plein de Français, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est la santé. Je vais acheter des produits qui sont bons pour ma santé. Et malgré tout, et ça me rassure, et Nicolas me disait, il faut que ces rencontres soient aussi positives et parlent de l'avenir. Il y a un 3e critère, et celui-là, il fait du bien. On continue à acheter des choses pour se faire plaisir dans l'alimentaire. On arbitre, on va à l'essentiel et tout, mais on n'oublie pas de se faire plaisir. Et il y a les périodes de fête qui arrivent, et les gens ont ça en tête. Mais derrière ça, on a des gros défis. Vous savez, moi, j'ai touché du doigt le problème de cette question pendant la crise du Covid. Pendant la crise du Covid-19, la chaîne agroalimentaire a été vraiment sous pression. Nous, les distributeurs, on était suivis par Bruno Le Maire, par le prédécesseur de Marc Fesneau. Et l'obsession du gouvernement, c'était que cette chaîne agroalimentaire, elle tienne, parce qu'il y avait plein d'absents. Enfin bref, on était au bord de la rupture. Cette chaîne a tenu grâce à la mobilisation de tous. Mais depuis ce temps-là, je vous donne un chiffre. Chez Système U, avant, et c'est à peu près pareil chez mes collègues, on avait à peu près 2% de rupture de produits dans nos magasins. On en a 10% actuellement pour plein de raisons. Alors des raisons un jour il n'y a pas de transporteur, un autre jour c'est la guerre en Ukraine évidemment qui se déclare et qui bouleverse le tournesol, plein de céréales, mais des approvisionnements, etc. Et depuis cette crise, on arrive, et ces crises qui finalement s'enchaînent, et ces intempéries maintenant qui se multiplient à des puissances beaucoup plus fortes, comme ça a été dit, on n'arrive plus à réguler à 100% cette chaîne. Il y a des manques, je le touche du doigt. Avec une population qui augmente, ça va être, c'est vrai, compliqué. Il faut qu'on apporte des réponses. Alors justement, Thierry Blandir, comment les filières agricoles doivent-elles s'organiser justement pour répondre à tous ces enjeux qu'on a mis en avant, la question du prix, la question de la qualité, la question de la proximité, la question de l'approvisionnement. C'est quoi le concept de 3e voie de l'agriculture ? C'est une façon de répondre à ceux qui, à un moment, ne juraient que par le bio, en disant il faut du bio partout. On ne peut pas faire du bio partout, hein, clairement. Et en plus, c'est cher. Thierry. Oui. Alors, la 3e voie de l'agriculture, c'est un chemin entre, on va dire, le tout bio et le fameux plan Farm to Fork qui forçait le destin en disant, finalement, la solution, c'est le bio, ça règle le problème climatique et ça va régler le prix de l'alimentation. Ça, c'est une impasse totale avant les crises, la crise sanitaire et la crise ukrainienne. Ces 2 crises ont révélé que ce n'était pas la bonne direction. Ça veut dire pour autant qu'il faut prendre en compte les enjeux climatiques quand on produit. Il ne faut pas repartir sur l'agriculture productiviste que vous connaissez d'abord. Donc cette 3e voie, c'est comment se réinventer et comment essayer d'imaginer une agriculture compétitive, qui est soucieuse de l'environnement et qui permet de produire durable dans le temps. Et les céréaliers, en fait, et les semenciers, on est au cœur du dispositif, parce que tout part dans la chaîne alimentaire, des semences et des céréales. Ensuite, on transforme, production animale, alimentation, et puis on décline jusqu'au... Donc la question, c'est que peuvent faire les céréaliers pour essayer de se réinventer, d'apporter à l'échelle une qualité de céréales compétitive, soucieuse de l'environnement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on pense une agriculture différente. Ça va prendre du temps, mais il va falloir assurer cette transition agricole, c'est-à-dire prendre en compte la qualité des sols et la biodiversité, et en même temps, quelque part, produire avec un rendement suffisant à un prix compétitif pour que l'agriculteur s'y retrouve dans son revenu à l'hectare. Et ça, c'est un enjeu où on a besoin d'innover, d'apporter des nouvelles solutions,
solution protection des plantes. On parle des phytosanitaires, je ne vais pas parler du glyphosate, hein. Ça va être un autre sujet. Ah non, c'est un sujet oui, mais comme c'est cette l'actualité. semaine, En même temps, on voit bien les limites de l'innovation, puisqu'on est contraint quand même de continuer à l'utiliser alors qu'on n'a pas de solution alternative. Il faut mobiliser les programmes de recherche, l'INRAE, les politiques publiques et les grands acteurs la pour tech, trouver des solutions, les startups, l'innovation. Je crois que c'est parti. Mais comment on décarbone l'agriculture, Thierry Blandinière, justement? Ce que vous dites, il faut une agriculture plus environnementalement acceptable. Oui, mais on peut démontrer que l'agriculture fait partie de la solution, en tout cas les grandes cultures, pour régler le problème du réchauffement climatique. Ils font partie de la solution. Pourquoi? Parce que si on arrive à travailler intelligemment sur la qualité des sols, les sols deviennent des puits de carbone. Et les puits de carbone, quelque part, c'est du positif. Et ça crée un revenu complémentaire pour l'agriculteur qui a des crédits carbone. Certes, aujourd'hui, le prix n'est pas assez élevé. Bon, on va monter les prix un jour, mais ça, c'est peut-être à 50 € la tonne ou 100 €. Et on a la solution d'une agriculture vertueuse. Ça veut dire que l'agriculteur, il doit s'engager sur une nouvelle agriculture dite régénérative. Régénérative, ça veut dire quoi? Ça veut dire rentrer dans un schéma de rotation de culture. On y travaille déjà. Beaucoup de céréaliers sont mobilisés là-dessus. Donc on fait du blé, on fait des légumineuses, on travaille la qualité des sols, on fait des rotations. Un agriculteur, si on l'engage sur 5 ans, son sol va se régénérer et donc naturellement sera intéressant en termes de rendement. Sans faire trop long, ça a été chiffré tout ça. L'agriculteur qui s'engage, alors les chiffres, je vais être contesté, mais je vais donner des chiffres. L'agriculteur qui s'engage dans une transition de cycle de production, céréales, légumineuses, oléagineux, etc. pour la qualité des sols, par rapport à un agriculteur qui fonctionne céréale sur céréale, c'est à peu près entre 150 € l'hectare ou 200 € l'hectare de perte de revenus. Comment on finance cette transition? Pour moi, il y a 3 leviers. Il y a un, que les clients payent un incentive ou un premium pour un tiers. Deuxième levier, les crédits carbone qui sont un revenu complémentaire au service de la transition. Troisième levier, les politiques publiques pour être incitatives sur ce type de transition, comme ça a été dans le cas dans le bio où on a compensé 300 € l'hectare. On va prendre quelques exemples. Juste, Marc Fesneau, vous avez été attiré par le dessin de Xavier Gorce, qu'on salue, qui est derrière, qui suit tous les débats. Le réchauffement climatique peut faire de nous les premiers producteurs de vin polaire. Bah oui, peut-être qu'un jour, on fera du vin au pôle Nord, puisque on dit que des producteurs de champagne sont en train d'acheter des vignes dans le Kent, par exemple. Bon, je ne sais pas si ça s'appellera toujours champagne. Juste, prenons deux exemples, Thierry Blandinière, puis je vous donne la parole dans un instant, monsieur le ministre. En matière de décarbonation, j'ai rappelé tout à l'heure, et vous avez rappelé, donc, vous êtes le premier mondial du malt, donc de la bière. Comment est-ce qu'on fabrique de la bière de façon écologique? On travaille sur quoi? On travaille sur la quantité d'eau? On travaille... racontez-nous. D'abord, c'est l'énergie, donc il va falloir basculer sur l'énergie électrique. Donc la transformation, et on travaille beaucoup avec nos clients en brasseurs, vous connaissez toutes les grandes marques de bière, donc de transformer sur de l'énergie électrique. On a par exemple une malterie en Éthiopie. Vous savez, en Éthiopie, il y a un grand barrage sur le Nil, et 100% de l'énergie est électrique. Donc la première malterie 100% électrique est en Éthiopie. Voilà. Et la brasserie de la marque, je ne citerai pas la marque, qui nous accompagne aussi. Donc ça veut dire que l'enjeu sur l'électricité, pour faire tourner les sites industriels, est essentiel de transformer sur des cycles à base d'électricité et que ça soit compétitif. Et après, quand on remonte sur l'agriculture, on arrive sur le fameux Scope 3, qui est un enjeu, une pression considérable, en disant, prenez une baguette de pain, par exemple. Faites le bilan carbone d'une baguette de pain. Vous avez à peu près 50% qui remontent sur l'agriculteur, sur la production des céréales, par l'externalisation des engrais notamment, et puis tout ce qui est en externalisation négative. Donc comment l'agriculteur, on peut effectivement demain lui proposer des engrais décarbonés? S'il n'y a pas de solution sur les engrais... Des engrais décarbonés à base d'hydrogène, par exemple. Alors l'idée, pourquoi pas à base d'hydrogène, effectivement, ou de bioéconomie, économie circulaire et autres, méthanisation, etc. Donc là, il y a un enjeu de transformation de l'énergie de l'engrais, parce qu'on oublie de dire, on parle de souveraineté alimentaire, mais on oublie de dire qu'on est à 100% dépendant des importations d'engrais. Sans engrais, pas de céréales, pas d'agriculture. Il faut juste rappeler ça. Et ça, c'est un enjeu, c'est une case qu'on a souvent oubliée. Et la question, c'est comment nous, on se réapproprie ces productions d'engrais, et quitte à refaire l'engrais, autant investir, dans le cadre du plan industrie 2030-2035, dans de nouvelles usines qui font de l'engrais vert à base d'électricité. Et ça, c'est fondamental, et c'est là où on fait le lien, c'est un sujet, on avait parlé, monsieur le ministre, on fait le lien avec le ministre de l'Industrie et avec ces grands enjeux de transition et de comment réindustrialiser la France. Ouais. Et donc l'agriculture fait partie aussi de la solution. Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, ça sera quoi le
bon modèle agricole français. Est-ce qu'il y aura toujours une exception agricole française à terme? Ça a été dit par plusieurs, je ne suis pas sûr qu'il y ait un modèle. Parce que le bon modèle, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que ça serait une erreur de s'enfermer. D'ailleurs, peut-être l'erreur qu'on a pu faire depuis des années, et des dizaines d'années, c'est de dire le modèle, c'est ça à la fin. Je voulais dire 2-3 choses qui viennent rebondir sur ce que vous avez dit. Alors le dessin, d'abord parce que j'aime bien les dessins de Xavier Gore, c'est pas pour lui faire plaisir, je savais pas qu'il était là. Mais il est derrière, voilà. Il viendra nous voir, il viendra nous voir, on l'applaudira. Le côté original, c'est vrai scène. qu'on a un sujet de montée en latitude en fait. La vérité, c'est ce qu'on savait produire en Espagne, on va le produire moins en Espagne et ça va monter comme ça. Et donc ça va faire des choses assez curieuses. Nous sommes dans des territoires au sud de la France où on fait des amandes, où on fait des cacahuètes, où on va faire beaucoup plus d'olives qu'on ne faisait, des pistaches. Des amandes avec Arnaud Montebourg. Oui, peut-être avec, avec sa casserie dans le Var, ici à Signes. Qui voudra produire à ce qu'il veut, si je peux dire. Voilà. Donc on va avoir quelque chose qui est assez curieux. Deuxième élément, quand vous regardez, et ça c'est la géopolitique que je fais, quand vous regardez les pays où on va pouvoir faire plus de biomasse, le réchauffement climatique, il donne quoi? Il donne Russie. Bon, c'est quand même un petit sujet. Parce que, y compris nous, les contraintes climatiques font qu'à isofacteur de production, même moins d'eau, etc., si on n'arrive pas à trouver du progrès technique, les grands gagnants du dérèglement climatique, c'est la Russie. Et dans le monde, quasiment. Parce que même sur l'hémisphère américain, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc c'est quand même un petit sujet, parce que nous, on va être sous contrainte quand d'autres seront moins sous contrainte, parce qu'ils vont avoir capacité à produire dans des zones où pour l'instant, ils ne pouvaient pas produire. Et déjà, on était un peu ennuyé par les sujets géopolitiques. Ça va venir l'augmenter, notre petit sujet. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on organise par la recherche, par l'innovation. Les nouvelles techniques génomiques vont être des outils fondamentaux pour pouvoir avoir des plantes qui résistent mieux au stress hydrique et au stress température. Parce qu'il n'y a pas que le stress hydrique. Vous avez manque d'eau, plus il fait 40 degrés, faire pousser une plante sous 40 degrés ou sous des excès d'eau, on sait bien comment les céréales, au dernier moment, un coup de chaud, c'est très mauvais, et ça peut fiche par terre une qualité ou une quantité de récolte. C'est pour ça que je parlais du champagne dans le Ken pour réagir Absolument. au dessin de et donc, il va y avoir ça sera peut-être une réalité à terme. Et il faut penser notre géographie et notre géopolitique de production avec ça, avec le dérèglement climatique. On est cette année, il y a des zones aujourd'hui en Europe où on va être en déficit, Italie, Espagne, très grand déficit de céréales, je pense au blé dur et blé tendre. Et c'est pas l'Europe qui va pouvoir couvrir le besoin, comme le sait mon voisin. C'est à l'Est, j'espère pas trop à l'Est. Et Canada. Et donc il faut qu'on repense notre modèle en se disant comment je fais cette géopolitique du blé et cette géoproduction du blé, des céréales par exemple, et donc comment j'invente et comment je dis. Alors c'est compliqué parce que c'était construit une culture. Vous dites je fais du champagne en Champagne, si vous dites en fait vous ne pourrez plus faire de champagne en Champagne, il y a quelque chose qui se passe. Alors on n'en est pas là. Et deux, on avait construit un modèle, je le dis au passage, qui est un modèle AOP-AOC qui est très géographique, puisqu'on avait dit nos terroirs, c'est des savoir-faire, du climat, de la qualité et des modes de production. Mais quand le climat change, est-ce que vous serez capable de produire telle ou telle production sous un climat qui va changer? Il va falloir qu'on réfléchisse à ça. Je vous donne cet exemple parce que c'est très frappant. Le fromage Salers, c'est un fromage 100% dans son cahier des charges produit à l'herbe, dans le Massif central. C'est la troisième année qu'on leur autorise une dérogation. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus capables de produire uniquement à l'herbe. Donc on avait construit un modèle sur lequel il va falloir complètement remettre en cause la façon. Ça ne veut pas dire que la qualité sera mauvaise. Ça veut juste dire qu'il faut qu'on pense notre modèle en résilience. Deuxième chose, je pense, en vous regardant, c'est on a besoin d'agriculteurs non seulement pour nous nourrir, pour effectuer ce qu'on va leur demander en termes de carbonation. Et deux, c'est on arrivera à défendre l'agriculture si on a de la démographie agricole. Et nous sommes un pays qui a abandonné un peu la démographie agricole. J'étais en Irlande l'autre jour, il y a 150 000 agriculteurs. Vous voyez, la population irlandaise, c'est 5 ou 6 millions. Vous allez en Italie, il y a 1,2 million d'agriculteurs. Et en France, il y en a 400 000, 380 000. Il y a un moment, dans le dialogue, y compris territorial, pour se comprendre, si vous n'avez pas des gens que vous connaissez qui sont agriculteurs, vous allez avoir un problème de... Les conflictualités naissent aussi de ça, me semble-t-il. Comment attirer dans la profession? Parce que c'est vrai qu'on voit un certain nombre d'entreprises, de métiers qui se disent on manque de bras. Et là, vous venez de nous donner des chiffres qui sont totalement édifiants, parlant justement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer dans la profession? Le ministre et ensuite Camille Michel. Il y a la question de la rémunération agricole. Alors, je le dis devant Dominique Schelcher, dont je sais qu'en plus il est engagé sur le sujet. Donc ce n'est pas un reproche individuel, c'est une réflexion collective que je livre. Il faut qu'on dise l'agriculture, ça a un coût, et comme ça a un coût, ça a un prix. Tout le monde est à peu près capable de savoir
de combien augmenter le prix des pâtes depuis 2 ans. On dit c'est 20%, c'est 30%, c'est affreux. Ouais, mais cet argent, elle ne va pas forcément aux agriculteurs. Attendez, c'est pas ça que je veux dire. Non, mais c'est pas ça. Non, mais je reproche pas ça. Personne n'est capable de dire de combien augmenter ces produits-là. Tout le monde s'en fout. Ouais, bah non, et pourtant, ils ont sans doute beaucoup plus augmenté. Ça, on est assez... Dans l'inconscient collectif français et global, on s'est dit, après tout, ça, je veux bien mettre un SMIC dans un matériel comme ça. Un SMIC. Et quand c'est 10 centimes sur la brique de lait, je ne veux pas le mettre. Donc on a quand même un problème de système de valeur qu'on a construit. Parce que si l'alimentation, ça a de la valeur alimentaire, ça a de la valeur d'autonomie, ça a de la valeur de santé, ça ne peut pas être 1100 €, 0,10 centimes. Et compris, d'ailleurs, alors on a fait une erreur, je pense que la grille de distribution a joué un rôle là-dedans, qui était de dire le bon prix, c'est le bas prix. Bah, c'est la valeur ajoutée qui n'est pas forcément redistribuée correctement. Et alors, ce qu'on a essayé de faire dans Egalim, quand même, et qui a plutôt fonctionné, y compris parfois, c'est quand même de dire on construit le prix par le coût de production. Alors, non, mais j'ai pas dit que c'était pas... Attendez, je finis, vous me contrarierez, vous aurez raison d'ailleurs. Mais on a essayé, parce que je vois que vous voulez me contrarier. Non, mais on a essayé, et M. Schellcher le sait, on a essayé de construire le prix en se disant quel est le coût de production et comment ça se construit. Alors, ça a marché dans certains secteurs, ça n'a pas marché dans tous. Et à chaque fois, il y a quand même de la tension. Alors, vous êtes plus à l'abri, vous, parce que vous avez un mode de commercialisation. Mais tant qu'on n'aura pas mis dans l'opinion publique que nous constituons nous-mêmes le fait que ça a une valeur, et comme ça a une valeur, j'y mets le prix que ça vaut. Camille, comment on propose de l'alimentation de qualité, finalement, à prix, pas trop onéreux? En fait, je sais pas... Je pense qu'aujourd'hui, la part du consommateur dans l'alimentation a baissé. Et je pense que comparé à il y a 60 ans, la vie est quand même beaucoup moins chère au niveau de la nourriture. On se nourrit quand même beaucoup mieux qu'il y a 60 ans pour mettre moins d'argent. Aujourd'hui, on arrive quand même à se payer des vacances, à s'offrir, comme il a dit, le luxe de la nouvelle technologie. Un iPhone valant un SMIC. Tout en mangeant quand même avec des produits de qualité. On a la chance, en France, on a une agriculture quand même de qualité. Et c'est bien notre force par rapport aux autres pays. Mais voilà, cette qualité, elle a un coût. Et aujourd'hui, il faut peut-être rééduquer aussi aux consommateurs, de faire comprendre que bien manger, c'est aussi des économies sur la santé derrière. Bien sûr. Et après, je vois que nous, en tant que... Et j'ai pas peur de le dire, ça fait 5 ans, notre 5e année de production. On se retire à peine quelque chose en tant qu'agriculteur. Et ça, c'est pas logique. Ça fait 5 ans, pendant 4 ans, on a dû vivre des aides alors qu'on travaille tous les jours, 7 jours sur 7. Ça veut dire que vous ne gagnez rien de votre métier d'éleveuse de chèvres. Donc on ne peut pas dire que mon produit est trop cher. On ne peut pas dire, quand moi j'entends des consommateurs qui me disent votre produit est trop cher, non, je ne vis pas. Je ne me paye pas de vacances, j'ai une famille à nourrir, moi aussi. Et j'ai dû faire appel à mes parents et à mes beaux-parents pour nourrir, élever ma fille avec mon mari. Et ça, c'est pas logique. Et donc, c'est là où il y a un mal-être de l'agriculture. Et tant qu'on a ça, on ne peut pas avancer dans l'agriculture. Aujourd'hui, il faut savoir vivre sans les aides aussi. Il y a un gros problème, c'est que si on ne donne pas les aides aux agriculteurs, on ne vit pas. On vend à perte et ça, c'est interdit normalement dans la loi économie. Oui, et puis on peut pas faire une économie en permanence subventionnée non plus. C'est pas très sain non plus. Il faut que tout le monde sache vivre de ce qu'il produit. Dominique Schellcher, comment est-ce qu'on rétribue à bon prix les produits des agriculteurs? Parce que c'est vrai que Système U, historiquement, vous êtes fait une spécialité, une marque quelque part, de vous approvisionner dans un rayon local, de vous approvisionner tricolore justement. Comment on fait? Qu'est-ce que vous répondez à Camille qui n'arrive pas à vivre de son métier? C'est évidemment la réponse essentielle qu'on doit apporter. Alors tout d'abord, nous, chez Système U, on a soutenu depuis le début l'initiative du gouvernement autour des lois Egalim. Egalim 1, Egalim 2, aujourd'hui Egalim 3, la loi des Crozailles, qui avait pour but prioritaire de défendre le revenu des agriculteurs. Et tout n'est pas réglé. Il y a des secteurs où ça a bien marché et d'autres ça a moins bien marché. Mais on a aujourd'hui des statistiques. Quand même, globalement, ça a progressé. J'étais au Salon de l'Agriculture en février dernier, comme j'y vais chaque année. Cette année, pour moi, le sujet du revenu était moins un sujet. Moins un sujet cette année. Il y avait d'autres préoccupations. Donc, ces lois ont fonctionné. Et pour le public, c'est important de dire que
la dernière version de la loi, elle dit quoi? Elle dit que la part de matières premières agricoles, le distributeur que nous sommes, n'a plus le droit de la négocier à partir du moment où on nous certifie que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et grâce à ça, dans un certain nombre de domaines, ça a fonctionné. Maintenant, il faut continuer, il faut le défendre. Ce n'est pas vrai partout, il faut continuer à travailler. Première façon d'avoir contribué. Deuxième façon, chez U, par exemple, pour la fabrication de nos 6000 produits U, parce qu'on est metteur en marché de 6000 produits U. Quand vous allez dans nos magasins, c'est les produits à notre marque, qui ont d'ailleurs beaucoup de succès en ce moment, parce qu'ils sont moins chers que les grandes marques. Vous arbitrez beaucoup pour ces produits. Derrière ces produits, notamment derrière les produits frais, il y a ce qu'on appelle des contrats tripartites. Autour de la table, il y a U, il y a un industriel et il y a, par exemple, une coopérative agricole. C'est le cas de nos pots de yaourt. Ce contrat-là, ce sont des contrats qu'on signe sur 5 ans avec des prix minimum garantis du lait. Même si le lait va en dessous, le cours du lait va en dessous, on garantit, nous, un prix minimum. On s'engage sur 5 ans. Il y a une visibilité, tout le monde est gagnant. Quand on a mis ça en place, il y a maintenant 4 ou 5 ans, je ne sais plus. 6 mois après, les agriculteurs de la coopérative sont venus me voir. Ils m'ont dit, vous nous avez sauvés, parce qu'un contrat sur 5 ans, c'est rare. Et ça a permis d'aller voir le banquier. Et le banquier nous a fait confiance, j'ai pu réinvestir et mon fils est revenu dans l'exploitation. Et voilà, c'est ce type de contrat-là qu'il faut mener. Et derrière tous les produits frais, le porc, etc., il y a ça. Moi, je voudrais rajouter une autre chose. On est à un tournant en ce moment à cause de l'inflation. Et ça va faire le joint avec beaucoup de choses qui ont été dites. Où est-ce qu'elle en est, cette inflation? Juste un mot. Je rappelle, le chiffre de l'inflation en France aujourd'hui, c'est 21% sur l'alimentaire en 2 ans. Donc évidemment, ça a un impact considérable pour, on va dire, pour beaucoup de Français, on va dire pour 3/4 des Français, ça a un impact. Elle est à la baisse ou pas, cette inflation, dans l'alimentaire? Elle se stabilise et actuellement, elle commence à baisser. C'est tout l'enjeu des semaines qui viennent de... Mais je donnais un exemple négociations avec les industriels. Des négociations. Et de la loi qui est discutée à l'Assemblée nationale. Il y a un risque actuellement. Et là, j'en appelle à la responsabilité de tout le monde et je pose la question. Il y a un risque. Quand il y a tellement de tensions, que les prix posent problème à beaucoup de gens. Il y a le risque de l'importation. Et je disais à monsieur le ministre il y a un instant, les agriculteurs sont très tendus en ce moment et viennent nous visiter en magasin pour faire quoi? Vérifier que les produits qu'on propose ne soient pas des produits d'importation. Et chez U, on se refuse à ça, sur les produits frais, par exemple. On se refuse totalement à céder à l'achat à l'étranger qui pourrait coûter moins cher, mais je vous renvoie la balle, à vous qui achetez. Est-ce qu'aujourd'hui, la plaquette de beurre, vous l'achetez à un peu plus de 2 € quand elle est d'origine France, ou est-ce que vous préférez l'acheter d'origine Europe, parce qu'on n'écrit même pas exactement d'où ça vient, chez un confrère et néanmoins concurrent qui fait ça? Voilà exactement le type de choix qu'on doit mener, parce que derrière cette plaquette de beurre, il y a quoi? Il y a un confrère à madame, enfin il y en a plein, et qui sont par exemple dans le lait en grande souffrance, Et si on ne les rémunère pas justement, on va perdre, et dans quelques années, dans 10 ans, on fera le constat qu'il n'y a plus assez de production de lait en France. Derrière chaque plaquette de beurre, il y a ça. Et accessoirement, une plaquette de beurre qui vient de l'étranger, c'est un poids lourd, c'est donc de la pollution, c'est donc du carbone, ce qu'on cherche évidemment absolument à éviter. En plus, il y a ça. Il y a un bilan carbone catastrophique. Thierry Blandinière, justement, comment on assure un revenu décent aux agriculteurs? Vous êtes la première coopérative agricole. Compte tenu de tous ces phénomènes de décarbonation, de toutes ces transformations auxquelles sont confrontés les agriculteurs, pensons, ils vont être payés comment à terme? D'abord, c'est effectivement l'inflation est montée de 21%, les prix sont montés de 21%, et donc là, on peut peut-être, en fonction des filières, on va avoir 3-4% de baisse, je ne sais pas. Mais attention, derrière, vous avez des augmentations, par exemple, des frais financiers, considérables aujourd'hui. Or, dans l'agriculture, on porte beaucoup de stocks. Des taux d'intérêt à la hausse. Taux d'intérêt, c'est 4% pour financer les stocks. On porte les stocks. Pour les agriculteurs, on achète des stocks, on les porte 4% de plus. Il faut qu'on les répercute dans le prix. Dans un compte d'exploitation d'entreprise, on ne peut pas avoir des pertes liées aux frais financiers. Donc il y a un enjeu aussi demain sur la baisse des taux d'intérêt aussi. J'espère qu'on va à un moment revenir là-dessus.
l'énergie. L'énergie. Je vois, nous, à notre échelle, bien on sûr. a doublé en consommation. Oui. Et pourtant, on a le double. Voilà. Mais je suis d'accord. On est passé, je vais vous dire les chiffres, hein, Oui, on allez-y, paye allez-y. 800 € tous les 2 mois. Bien sûr. J'ai baissé ma consommation, aujourd'hui on est à 1000 € par mois. Et c'est notre deuxième Voilà. charge la plus importante. L'énergie n'est pas revenue au prix d'avant, surtout avec les abonnements, ça dépend comment on a acheté l'énergie, en spot ou pas, mais c'est vrai, on a des surcoûts considérables. Et puis ensuite, il y a le financement de la transition écologique de l'agriculture. On nous demande d'enlever certains actifs, mettons pour traiter certains produits, de les remplacer par des biostimulants, par du biocontrôle. Tout ça, c'est beaucoup plus cher. C'est Christiane Lambert qui disait quand c'est vert, c'est plus cher, elle n'avait pas tort. Hein, il me semble. C'est qu'on utilise aussi des personnes pour travailler dans le plus propre aussi. Ce qui risque de se passer, et je rejoins ce qu'a dit Dominique, ce qui risque de se passer, c'est qu'il faudrait qu'on arrive maintenant à dire peut-être que les prix ne baissent pas, mais en contrepartie, dans les cahiers des charges, d'imposer aux entreprises de s'engager à la transition agricole et de contractualiser sur 4 à 5 ans pour accélérer cette transition agricole. Donc utiliser l'inflation comme un levier, en disant de toute façon, je pense que les salaires vont recaler, bon, il y a un décalage, je suis d'accord, mais à terme, ça va se recaler, effectivement, avec l'augmentation des salaires. Je ne sais plus à combien on est aujourd'hui, je ne vous dirai pas les chiffres, ça dépend des entreprises, mais on est plutôt sur du 8, 10, 12, on verra, ça va se recaler. Par rapport à l'alimentaire, il y a un écart de 10 points, je sais bien, les arbitrages qui seront à faire certainement pour le pouvoir d'achat, hein. Mais quand même, si demain on arrivait à dire, on ne peut pas baisser, mais la contrepartie, c'est l'engagement de l'industriel, de la coopérative ou de l'agriculteur de rentrer dans les transitions et de faire certifier par, on parlait d'intelligence alimentaire artificielle tout à l'heure, de faire certifier par des data, par du digital, par des blockchains qui certifient qu'on s'engage sur les cahiers des charges, sur des contrats à 5 ans, on peut du coup préserver ou même améliorer le revenu de l'agriculteur. C'est ce modèle-là qu'il faut mettre en place. On est dans, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, on est dans une parenthèse quelque part où ça risque, voilà, toutes ces transformations vont coûter cher, mais au final, l'avenir de l'agriculture, finalement, on va retrouver peut-être un rythme plus normal au niveau des prix, au niveau de la rémunération. Alors, je sais pas c'est si on est difficile dans- en ce moment. Je ne sais pas si on est dans une parenthèse, on est dans une immense transition hein, quand même. C'est pour ça. Deuxième élément, on a construit les lois, y compris celles qui étaient évoquées sur la rémunération, sous faible inflation. Et là, on a pris un choc inflationniste qui n'a pas démarré qu'à l'Ukraine, hein, qui devait commencer à démarrer avant, Totalement. compte tenu de la reprise qui avait été Après le Covid, bien sûr. Donc on est quand même... Alors, le choc inflationniste est sans doute passé. Alors après, d'ailleurs vous le dites vous-même, hein, les grandes enseignes, on va pas revenir à niveau puisque l'énergie ne va pas baisser au niveau où elle était. Les salaires ont augmenté. Personne n'est là dans cette salle à dire qu'on va remettre les salaires au niveau où ils étaient. Donc croire qu'on va retrouver le niveau de prix qui était celui avant l'inflation, on ferait une erreur un peu tragique. Et il y a beaucoup d'économistes dans la salle qui me regarderaient avec des gros yeux si je disais qu'on va revenir au niveau. Donc il ne faut pas tromper les gens sur le sujet. Deuxième élément, je voulais juste dire... notre discussion sur la question de la responsabilité, y compris produits français, produits Europe ou hors Union européenne. Je me souviens d'un slogan il y a un certain temps qui s'appelait « Nos emplettes sont nos emplois ». Et qui était un slogan qui était plutôt porté par les artisans. Je dis ça sous l'œil de M. Gattaz. Il me semble que c'était plutôt les artisans qui avaient porté cette... Mais moi, j'ajoute quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a une responsabilité de tout le monde. Nos emplettes et la façon dont on achète, c'est notre souveraineté. Parce que si on ne trouve pas de rémunération pour les agriculteurs, si on n'est pas capable de trouver cette rémunération, qui pour les coûts qu'ils ont aujourd'hui, et deux, pour les transitions qu'on leur demande, on se retrouvera dans la situation, parce qu'un coup, ça viendra d'Allemagne, et après, ça viendra d'ailleurs. Et on se retrouvera dans la situation dans laquelle se trouve un certain nombre de pays aujourd'hui, qui est la situation d'une dépendance à l'autre, à d'autres pays pour se nourrir. Et quand vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez tout de suite renoncer à être la moindre puissance économique, parce que si vous n'êtes pas capable de nourrir avec vos agriculteurs, et pour moi c'est plutôt l'espace européen, si vous n'êtes pas capable de le faire, alors vous renoncez à toute forme de souveraineté, parce que vous pouvez toujours vendre des voitures, mais si vous n'êtes pas capable de nourrir votre population et que quelqu'un peut vous fermer le robinet de votre alimentation, vous êtes mort. Le printemps arabe, c'est une crise de l'alimentation. Demain matin, si M. Poutine dit à un certain nombre de pays, je ne veux pas dire les noms parce que je ne veux pas être offensant, dit à un certain nombre, mais mon voisin voit à peu près de quoi je peux parler, leur dit, soit vous êtes avec moi, soit vous nourrirez pas votre population. Vous croyez qu'ils vont faire quoi? Les pays africains, en c'est la l'occurrence. liberté. Bien sûr. L'alimentation, la capacité à nourrir sa population, c'est la liberté. Donc nos emplettes, c'est non seulement nos emplois, non seulement nos agriculteurs, mais c'est notre liberté qu'on paye. Et ça, si on pense que ça n'a pas de prix, on fait une grave erreur, me semble-t-il. Et c'est pour ça que le combat du prix et le combat de acheter français est un combat premier dans les mois qui viennent, parce que sinon c'est là le risque qu'on aura. Je pense qu'il y a aussi un souci là-dessus, moi en tant que consommatrice aussi.
Et ce que j'ai comme retour, vu que on fait beaucoup de ventes directes, le premier retour de nos clients, c'est aujourd'hui, on est perdu sur la traçabilité. C'est l'étiquetage, oui, bien sûr. Il y a un gros problème de traçabilité sur l'étiquetage. Beaucoup de papier, on voit produits français parce que ça a été emballé en France. Alors ça c'est intéressant, justement, sur la traçabilité. Je vous donne la parole dans un instant, Dominique. Thierry Blandinière, justement. La tech au secours de tous ces paramètres qu'on a mis en avant. La traçabilité, justement. Vous avez créé une bière blockchainée. Blockchainée, c'est-à-dire, on sait d'où vient le malt, on sait qui a été le brasseur, et on sait, etc. Enfin, toute la chaîne. On arrive à tout savoir. Ça, on peut le faire maintenant. Mais je rebondis sur la question, parce que pour retraduire, peut-être que je traduis mal, mais je vais essayer de retraduire ce que vous avez dit, c'est de se dire, effectivement, il y a les IGP, les AOP qui renvoient à la traçabilité jusqu'à l'agriculteur. Et ensuite, il y a des fabrications en France, qui ont un label fabrication en France, mais qui s'appuie sur un sourcing agricole d'importation. Ailleurs, bien sûr. Oui, il faut savoir ça, c'est juste décrypter. Prenons voilà, et le problème, c'est que le consommateur, moi j'ai la chance, j'ai fait des études agricoles. J'ai fait des études agricoles, je sais lire à travers les lignes. Aujourd'hui, un consommateur lambda n'a aucune notion de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on répond, justement? Je parlais de bière blockchainée, j'aurais pu parler des ruches intelligentes au moment où on parle de miel, avec des morceaux de miel ou n'importe quoi qui viennent de Chine, de je ne sais où, etc. Non, mais c'est vrai, très bien. Comment la tech, elle vient justement au secours? On est dans l'avenir de l'agriculture, Thierry. Parce que dans un produit élaboré, il y a énormément d'ingrédients. Donc, comment on arrive à qualifier et à gérer tous ces ingrédients? Par les nouvelles technologies, par ce que vous connaissez, les data, la blockchain, la capacité avec les algorithmes de pouvoir classer les ingrédients et de certifier les choses, et de faire certifier par un organisme tiers, Veritas ou autre, que finalement la traçabilité est bien réalisée. C'est pas simple de s'engager dans tout ça, parce que jusqu'où on remonte quand on parle de traçabilité, est-ce qu'on remonte aux céréales, aux semenciers, qu'est-ce qu'on met aussi comme intrant, d'où viennent-ils, etc. Donc c'est une complexité que seul le data scientist est en capacité de régler par différents algorithmes qui vont demain, sur une application demain, vous aurez une application où vous pourrez avoir la sécurité complète de la filière et la traçabilité, jusqu'au remonté, jusqu'à l'éleveur ou au céréalier qui a produit. Ça veut dire que l'agriculture est vraiment une terre d'innovation, une terre de tech, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer? C'est considérable. Vous avez la ferme digitale, vous avez énormément de start-up depuis 5-6 ans, ou même plus, qui se sont engagés dans comment réinventer l'agriculture. Alors, bon, ce sont des essais, c'est de la recherche, tout ne fonctionne pas. Ce sont des robots qui vont mettre, par exemple, la juste dose d'engrais sur juste une feuille qui est un peu malade. Voilà. Aujourd'hui, on est en capacité, avec la technologie et les tracteurs embarqués, donc avec les GPS, de pouvoir piloter avec précision une parcelle, une grande parcelle, et pouvoir doser la quantité de traitement ou l'eau en fonction du potentiel agronomique au mètre carré près. Il faut le savoir. Donc alors qu'avant, on dépendait par avion de tracer le blé qui vient au mètre carré près pour une baguette demain. C'est ça la puissance de la tech. Ça, on peut le faire techniquement, ça existe. C'est juste d'appliquer à l'agriculture. C'est ce qu'on essaye de faire demain. Dominique Schelcher, pour l'avenir justement aussi, ce qu'on va manger, est-ce qu'il va y avoir une végétalisation de plus en plus importante de l'alimentation? Peut-être moins de viande, plus de céréales, plus de... Alors, absolument, mais je voulais juste dire qu'on n'est pas à une simple... un petit changement et on va revenir à avant, on est à un changement complet du système. C'est évident. Et pourquoi ? Dans notre métier, chez Système U, on vient de définir notre trajectoire carbone. Je vous rappelle que chaque Français produit à peu près un peu moins de 10 tonnes de carbone par an. Selon l'engagement de l'accord pour le climat de Paris, à horizon 2050, on doit réduire ces 10 tonnes de carbone par an en gros à 2 tonnes. C'est ça la trajectoire. Et donc la question de tout le monde, c'est comment individuellement je passe de 10 à 2, comment les entreprises contribuent à ça. Donc chez U, on a défini notre trajectoire carbone. 85% de cette trajectoire carbone, c'est les produits qu'on vous vend. C'est l'impact de ces produits parce qu'ils ont été transportés, parce que dedans, il y a une nourriture animale qui vient de cet endroit qui a été transporté, etc. Donc, on va devoir travailler sur la recette de chaque produit, de chaque emballage pour réduire l'empreinte et faire en sorte qu'on rentre dans cette trajectoire. Et or, une grosse part de l'empreinte, c'est la nourriture animale, c'est la protéine animale. Donc, par exemple, on est en train de réduire
la part de protéines animales dans certaines de nos recettes, sans remettre en cause le goût, la qualité, etc. C'est un travail de longue haleine considérable qu'on commence à faire. Mais il y a un combat dans cette transition qu'on peut mener tout de suite et qui, pour moi, est symbolique de cette transition, c'est celui du gaspillage alimentaire. Bien sûr. On doit répondre à la question tous ensemble ce soir, comment nourrir la planète. Déjà, il y a 800 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Et ayez bien en tête qu'un tiers de ce qu'on produit aujourd'hui est jeté, gaspillé. Un tiers, c'est 1,3 milliard de tonnes qui sont jetées, soit déjà à la production, dans l'usine, dans le supermarché, au restaurant, dans votre frigo, je crois, pour un peu moins de 20%. Et il y a encore un autre endroit. Mais c'est plus possible, on ne peut plus accepter ça. Ce combat, sous l'impulsion aussi du gouvernement, il est mené, mais il faut qu'on le mène beaucoup plus loin. On ne peut plus produire pour jeter, c'est plus possible. Donc ça c'est une chose simple que tout le monde peut faire. Il y a le coût de la plaquette de beurre, on en a déjà parlé, et il y a le coût il faut moins gaspiller. Et sous le coup de l'inflation, je sens que les Français font de plus en plus attention. Ils nous disent par exemple, je viens un peu plus souvent dans votre magasin pour acheter les produits frais au plus juste et plus les jeter. C'est formidable. Juste un dernier mot avant vos questions. Monsieur le ministre, justement, l'avenir de l'agriculture française passe toujours encore par l'Union européenne. On est dépendant de ce système qui a été mis en place par la Commission européenne. Est-ce que c'est facile vous parliez de tous les modèles agricoles français, mais quand on voit ce qui se passe en Europe, c'est aussi une multitude de modèles qui ne ressemblent pas du tout au modèle français. Oui, on peut nourrir la différence et la biodiversité des modèles sans que ça soit gênant. Ça ne dépend pas de la Commission. C'est nous qui avons choisi de faire une politique agricole commune. Je rappelle, c'est pas la Commission qui a décidé. C'est nous qui avons même décidé de créer la Commission. Je veux dire, elle n'est pas née toute seule, la Commission. J'entends bien. États, mais... Attendez. Oui. C'est les États européens. Je rappelle qu'il y a 70 ans, on se faisait la guerre. Il ne faut jamais oublier ça. Il y a 80 ans, on se faisait la guerre. Il ne faut jamais oublier qu'on a réussi, en moins de 10 ans, à construire quelque chose avec des gens qui s'étaient durement tapés sur... Non mais... Et donc, l'Europe... Je suis totalement convaincu sur l'Europe. Je sais que vous êtes convaincu, mais je vais au bout de la logique. Oui. Je rappelle que moi, dans mon ministère, dans mes caves, j'ai encore les tickets de rationnement. Et qu'on a eu une période où dans ce pays, il y a des gens qui, y compris dans cette salle, ont connu ça, pour aller chercher du pain. Donc la capacité à se nourrir, c'est pas un truc évident. Et on l'a vu, on l'a vu au moment de la crise Covid, ça a été dit par M. Scheucher, on a vu à quel point c'était compliqué une chaîne alimentaire. Et que quand ça dysfonctionne, soit sur le prix, soit sur la logistique, soit parce qu'on ne peut pas mettre les gens sur les chaînes parce qu'il faut les protéger contre ça peut rentrer en collapse, comme on dit, en chaos. Et donc, il faut qu'on arrive à se dire que c'est oui dans l'espace européen, simplement, il faut que l'espace européen, il arrête d'être naïf. Et deux, il faut qu'il soit agile. J'irai lundi en débat avec mes collègues européens sur les questions de jachère que vous connaissez bien. Moi, quand on me dit c'est long, ça va mettre 8 mois ou 10 mois, et quand c'est la guerre, je ne comprends pas, moi, en fait. Quand c'est la guerre, il faut un peu faut se bouger. Et quand on me dit la décision, c'est dans 6 mois, dans 12 mois, dans 18 mois... Le problème de l'Europe, c'est qu'elle a été naïve, y compris sur la question alimentaire, en disant, après tout, le modèle, les Brésiliens nous fourniront des volailles, voilà. Les Russes vont nous fournir, parce que c'est des amis, les céréales, et puis tout ça est en train de se chahuter. Donc il faut qu'on arrête de penser que c'est... Il ne faut pas qu'on satisfasse nos besoins, premier élément. Deuxième élément, il faut qu'on soit un peu mobile. Le monde est mobile. Dans l'affaire des dinosaures, c'est les gros qui ont été tués parce qu'ils n'étaient pas mobiles. Hein. C'est agile, pas agile, le sujet. Et les pas agiles vont mourir dans le jeu. Et vous regardez les Chinois, en plus on est dans un espace, nous Français, on va aller voir les Brésiliens, on va dire excusez-nous, nous Français on a une idée. On va aller voir les Canadiens, on va aller voir les Américains, on va aller voir les Russes, on va leur dire nous on a une idée Français, et puis les Italiens vont faire pareil. Attendez, il y a un moment, il faut qu'on soit un peu costaud, il vaut mieux qu'on soit 27. Alors il faut s'entendre à 27, il ne faut pas être naïf, il faut être agile, et puis il faut arrêter cette tragédie qui a été celle de dire en fait le modèle c'est le modèle de la décroissance heureuse. Bon. Donc on va faire l'énergie chez le voisin, on va faire l'alimentation chez le voisin, et pendant ce temps-là, on aura les mains propres. Mais sauf qu'on n'aura plus de mains en fait. Défendez-nous bien lundi à Bruxelles, après-demain. Voilà. On va faire passer
Le micro pour les questions. Je voudrais que Xavier Gors vienne. 2 secondes, Xavier, peux-tu venir apparaître derrière ton mur? Comme ça, on va te présenter, on va t'applaudir. Et pendant ce temps-là, on va distribuer la parole à monsieur, peut-être, voilà. S'il vous plaît, monsieur, derrière. Allez. Question courte, hein, monsieur. Une question, pas une réflexion, une question à l'un de nos invités. Ah, monsieur, voilà. Mesdames, messieurs, Xavier Gors. Voilà, s'il vous plaît. Celui qui, depuis hier matin, nous régale avec tous ses dessins. Voilà. Et qui est encore là jusqu'à demain 13h, parce que les rencontres de l'avenir durent jusqu'à demain 13h. Et puis qui va réagir dans un instant à l'entretien qu'on va avoir avec Nicolas Bouzou, avec Jean-Yves Le Drian. Merci Xavier, bravo encore. Voilà. Allez monsieur, voilà. C'est à vous, je vous en prie. Bon, ma question est la suivante. Dans l'Économiste, il y a un petit article qui parle qu'il y a des maladies pathogènes dans beaucoup d'agriculture mondiale, sur le blé, pour les pommes de terre et ainsi de suite, et que ça peut créer un problème alimentaire au niveau mondial en 24. Alors évidemment, ça se passe au Brésil, ça se passe un peu partout, mais comme ça se balade, excusez-moi, facilement, est-ce que c'est une menace pour nous? Et est-ce qu'on a, si oui, est-ce qu'on a pris des mesures de prévention pour attaquer ce genre de maladie qui va se répandre, certainement. Bon, là, il y a des services vétérinaires qui sont évidemment aux frontières, n'est-ce pas, oui, monsieur le ministre? Après, ça voyage. Hein. Enfin, oui. J'ai une maladie qui arrive d'Espagne par les moustiques, on va avoir du mal à mettre des frontières aux moustiques. Faut qu'on se dise des trucs quand même. Non, mais là, je pense que monsieur fait allusion à de la marchandise. Voilà. J'ai compris. Voilà. Mais non, disons les choses différemment au-delà du mot. On va avoir de plus en plus de maladies. Le dérèglement climatique, il va produire des maladies que nous ne connaissions pas parce que trop de chaud, trop de sec, trop d'eau, trop de tout, ça va changer, y compris les maladies à lesquelles nous étions habitués. Grippe aviaire, c'est ça en partie. Plus résistant. De ces maladies, alors là on est sur le végétal, c'est un autre sujet parce que vous avez raison, c'est un sujet éventuellement de souveraineté sur le végétal, mais sur l'animal, il y a un sujet aussi de santé humaine au milieu. Hein, parce que quand c'est contre animaux, ça va, quand ça se transmet à l'homme, ça peut donner des trucs un peu, vous voyez, curieux ou qui viennent perturber la santé du monde, la santé des êtres humains. On a besoin en revanche, au-delà de là, il n'y a pas d'inquiétude majeure à date, hein, mais on a besoin en revanche de garder des armes de protection pour les cultures. Croire que le zéro absolu, je ne sais pas faire sans prendre un risque majeur de souveraineté alimentaire. Tout le monde aimerait dire on va au zéro. J'ajoute 2 éléments complémentaires. Le premier, c'est citez-moi un secteur d'activité économique, nos costumes, nos tables, dans lequel on dit gérochimie. Aucun. Même nos médicaments. Aucun. Donc c'est quand même curieux qu'on demande au monde agricole d'être le seul secteur avec zéro chimie. Comme si par principe, il fallait se mettre dans la tête, il n'y a aucun secteur d'activité qui ne fonctionne pas avec un peu de chimie. Même la santé humaine, enfin je veux dire nos médicaments, il y a un peu de chimie, hein. Enfin il y a même beaucoup de chimie. C'est que ça. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on réduise quand on voit les effets sur la santé, sur la biodiversité, sur les sols. Et puis deuxième élément pour rebondir sur la question du gaspillage alimentaire. Vous savez le plus gros gaspillage alimentaire qu'on a dans le gaspillage alimentaire? Il y a ce qu'on fait, on croit toujours que c'est nos frigos, etc. Il y a la logistique, du champ au transformateur, et il y a la plante qui devient malade. Quand je produis de la betterave et que je perds 50% de la récolte, c'est du gaspillage alimentaire. Ce qui était le cas dans le Pas-de-Calais, ce que vous avez vu avec les betteraviers en début de semaine. C'est du gaspillage alimentaire. Et c'est du carbone qu'on perd. Et donc, si on n'est pas capable de lutter contre les maladies, ça fait écho à votre question, monsieur, on ne va pas lutter non plus contre le gaspillage alimentaire. Quand vous avez des vergers entiers qui sont malades de cerises parce qu'on n'a pas d'alternative chimique, parce qu'on a interdit trop tôt, vous avez un problème. Et donc, on a besoin de trouver des alternatives, parce qu'une grande partie du gaspillage, ça va être des pertes de récolte sèches. Parce que le fruit ou le légume n'arrivera pas à maturité. Donc ça, c'est quand même un sujet devant nous. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on cherche les alternatives, les alternatives en chimique ou en non chimique. Et ne profitons pas de ces craintes aussi pour tenser les accords de libre-échange aussi. Voilà, c'est ces tendances, en effet, de dire attention, c'est dangereux, ils sont utiles, bien sûr, pour toutes les entreprises françaises. Que des dames qui posent des questions, là, au 4e rang. Ah bah oui, pardon. Voilà. Désolé, je vois pas, j'ai des lumières. Voilà, j'ai cru que c'est... Pardonnez-moi, monsieur. Il y avait 2 dames quand même à côté de vous. Vous me confirmez. Madame, allez-y, s'il vous plaît. Levez-vous et posez votre question à l'un des 4 intervenants, s'il vous plaît. Messieurs, madame, messieurs, bonsoir. Ma question concerne l'avenir des aliments ultra transformés qui nourrissent malheureusement beaucoup de gens en, je crois bien, les tuant
à petit feu parce que ça donne beaucoup de maladies. Bon, on ne sait pas, là, enfin, en Ouais, tout cas. enfin, on ne sait pas. L'Express en a fait un bel article et sa page de garde il y a 15 jours. Bon. Donc on sait un peu. C'est Dominique Schelcher qui va prendre la parole peut-être là-dessus. Est-ce que vous vendez des produits qui nous font mourir? Ce que je réponds simplement là-dessus, Système U a été la première enseigne, aujourd'hui beaucoup le font, à éliminer un certain nombre de substances controversées. Il y a une 12aine d'années, on a commencé à faire ce travail. On a éliminé une centaine de substances. Le deuxième critère d'achat des clients, c'est la santé. C'est absolument prioritaire pour nous. On ne joue pas avec ça et on essaye de faire toujours mieux et plus. Et je peux vous dire qu'on continuera ce combat-là. Merci Dominique Schelcher. Monsieur, voilà, oui, monsieur. Bien sûr. Une question de Candide. J'ai l'impression que l'Ukraine est le grenier de céréales. Hier, c'était Tchernobyl. Est-ce que ça a eu un impact sur l'agriculture? Là, on remonte à 45 ans, là, 46 ans. Ouais, non, mais de toute façon, d'abord, c'est la Russie aujourd'hui. Je vous rappelle qu'en 2014, l'agriculture russe a été relancée. Ils étaient importateurs de blé français. Quand on a fait le boycott à l'époque de l'invasion de la Crimée, ils ont relancé leur agriculture. Aujourd'hui, c'est les premiers exportateurs mondiaux. C'est juste ça en 8 ans ce qu'ils ont fait. Ils savent faire des fromages, ils se sont totalement adaptés. Ils s'en servent de Bon, on ne va pas faire un débat sur l'Afrique, mais c'est un vrai sujet. Vous connaissez tout ce qui se passe, tout le monde a compris, les médias en ont fait écho, tout le monde comprend bien la situation géopolitique aujourd'hui. Il y a quand même un enjeu majeur, et je renvoie à la souveraineté française, y compris les relations avec nos amis africains. Et de se dire comment on recrée du lien, comment on dit par exemple à l'Algérie de revenir commander du blé français et d'arrêter de commander du blé russe. Vous voyez, c'est ça qui se passe pour nous aujourd'hui actuellement. Et c'est un enjeu peut-être qui n'est pas assez connu et qu'il faut peut-être essayer d'expliquer à l'opinion publique française ce jeu de mouvement avec, le ministre l'a dit, en prenant comme otage les pays, en leur disant si vous voulez nourrir votre population, il faut me soutenir politiquement. On en est là aujourd'hui. Ouais. Retenez ça, c'est très important pour l'avenir. L'arme du blé, l'arme... Oui, alors, madame, allez-y. Question courte, c'est bien les questions courtes. Courte, et j'ai trois interrogations. Alors, prenez-en, choisissez-en une seule. Une seule. Non. La meilleure. Non, une seule. Allez-y. J'ai entendu, des enquêtes selon lesquelles des études gustatives et des qualités d'apport en nutriments ont diminué dans le temps du fait de la centralisation des graines qui ne sont plus que d'une seule espèce et non plus des variétés. C'est-à-dire le monsieur qui produit du malt, vous êtes maintenant un producteur international et le premier dans le monde. Est-ce que vous avez qu'une seule sorte de semences ou toute une variété, parce que malgré tout ça diminue. On dit bien que le blé, il n'y en a plus que du qui fait 40 cm, alors qu'avant on en avait qui faisait 1 mètre. Alors réponse Thierry Blandinière, est-ce qu'on va vers une unification des céréales? Non mais on va, oui vous avez raison en partie, parce qu'effectivement, il y a eu de l'innovation qui a rationalisé la production avec des semences qui, effectivement, sont demain plus rentables pour l'agriculteur et pour la qualité du produit. Parce que dans les semences d'avant, il y en avait qui étaient plutôt, pas forcément saines aussi, d'un point de vue sécurité alimentaire. C'est pas parce que c'était mieux avant, c'est parce que c'était moins contrôlé. Donc du coup, avec le contrôle sanitaire et l'innovation, on a essayé de trouver, par l'hybridation naturelle, je ne passe pas d'OGM, la recherche, de regarder comment la plante peut résister et s'adapter. Une plante s'adapte en permanence. Donc on l'a adapté. Et c'est vrai qu'en faisant ça, on a retenu à terme pas mal un catalogue, on va dire, beaucoup plus restreint de génétique. Mais encore, il y a beaucoup de diversité. Vous parlez par exemple de la génétique d'orge brassicole. Elle est française, c'est des entreprises françaises qui aussi maîtrisent cette génétique et elle est très variée aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toutes les variétés du début du siècle, ça c'est sûr. Allez, une dernière. Pardon, j'ai juste un enjeu. Je vous en prie, monsieur le ministre. C'est vrai qu'on a un peu rationalisé, on s'est concentré sur un certain nombre de semences, de variétés. On savait plus productif, plus efficace. Alors après, on a gardé, y compris avec l'INRAE, y compris avec d'ailleurs les structures, on a gardé les semences. Elles n'ont pas disparu pour la plupart d'entre elles. Elles sont dans des frigos bien au frais, si vous me permettez l'expression. Et c'est à partir de certaines d'entre elles qu'on va retrouver des systèmes plus résilients, parce qu'on va retrouver des variétés qui sont plus résistantes à la sécheresse, par exemple. Et donc, on a quand même gardé plutôt le patrimoine, on en a sans doute perdu un peu, Génial, au niveau mondial, mais
On a plutôt peu de variétés utilisées aujourd'hui dans le catalogue qui pourraient être utilisées, mais ça n'est pas complètement perdu pour tout vous dire. Et donc ça, c'est plutôt un travail qu'on a à faire devant nous. Allez, la dernière question, peut-être au fond là-bas. Monsieur, levez-vous s'il vous plaît, qu'on vous voit bien. Bonsoir. Alors ma question s'adresse à Monsieur le Ministre. J'aimerais parler de la situation des agriculteurs, donc quelques chiffres. Plus 43% de probabilité de suicide d'un agriculteur à une personne normale. 53,6 heures de travail par semaine selon l'INSEE, contre 35 en moyenne pour une personne normale. Un quart vivent sous le seuil de pauvreté et une majorité vivent grâce au RSA. J'aimerais vous demander comment vous comptez améliorer cette situation, sachant que dans le programme de M. Macron pour 2022, il s'agissait de faire travailler les gens entre 15 et 20 heures pour pouvoir toucher le RSA. Donc si vous ajoutez aux 53 heures, ça fait entre 69 et 74 heures par semaine. De plus, votre ministère a refusé mardi dernier de financer les aides à l'agriculture biologique et aux mesures agro-environnementales et climatiques. Donc, voilà. Que comptez-vous faire contre la précarité des agriculteurs? Il va répondre vraiment en quelques secondes. Je suis navré, monsieur le ministre, parce qu'on va donner la parole dans un instant à Jean-Yves Le Drian et Camille Michel, quand même, qui est actrice quelque part, qui est agricultrice. Elle aura le mot de la fin. Allez-y, monsieur Marc Fesneau. Il me semble que le ministère, et il n'y a pas que moi, hein, les successeurs aussi, on ne peut pas dire qu'on n'ait pas été au rendez-vous d'un certain nombre de sujets. Les lois Egalim, c'est sur une question de rémunération. Et comme ça a été dit par plusieurs, ça va plutôt dans le sens. On a été au rendez-vous de toutes les crises. Là, vous parlez du bio. Juste un chiffre, ou deux ou trois chiffres, pardon. La grippe aviaire, on a mis 1,4 milliard pour sauver la filière. Le porc, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. La crise qu'on va avoir sur la vache, c'est aussi sans doute des moyens très importants qu'on a mis. La distillation de crise, pour pas que les viticulteurs disparaissent, c'est plus de 200 millions d'euros, avec un certain nombre de mesures. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut, sauf dire qu'on n'essaye pas de trouver des solutions à des situations de crise qui sont graves. Troisième élément, on a besoin de travailler sur la durée. Donc on a besoin de donner de la perspective aux agriculteurs. La question de la rémunération est centrale. La question de l'accès au capital est centrale. Quatrième chose, sur le RSA, évidemment que non, ça ne va pas s'additionner. Évidemment qu'on est un peu, vous voyez, on est un peu comme normaux, quoi. On est des gens qui vivent avec des gens normaux aussi. On a des vies, en fait. Des amis, même parfois, et même une famille, de temps en temps. Et donc, on voit bien le problème que ça peut constituer. Et donc, évidemment, ils seront exonérés de cette situation-là. Après, c'est un métier difficile. Vous avez raison. C'est pas nouveau que c'est un métier difficile. Mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on change dans l'opinion publique, je le dis. Et moi, je suis défenseur de ça, et vous le savez sans doute. C'est qu'il faut qu'on dise du bien de l'agriculture et des agriculteurs. Parce que ce qui était supportable, ce qui était de la passion, il ne faut pas que ça se transforme en sacrifice. Mais c'est encore pire quand, à longueur de plateaux ou de réseaux sociaux, il y a des gens qui n'y connaissent rien, qui viennent donner des leçons et qui viennent critiquer un métier qui est déjà difficile. Et donc les agriculteurs, ils ont besoin, en tout cas moi c'est ce que j'essaie de faire, comme vous et d'autres, de porter la fierté de l'agriculture. Alors justement, faut qu'on soit fiers de notre agriculture. Camille Michel, vous aurez le mot de la fin, justement, comment nourrir la planète. On vous a rendu hommage, le ministre vient de vous rendre hommage. Bien entendu, la salle aussi, au travers de ces quelques applaudissements. Allez-y, vous avez le mot de la fin, justement. Je pense que tout simplement, donc il n'y aura pas de pays sans paysans, hein, c'est un peu la phrase type, mais je pense qu'on est bien dedans et aujourd'hui on l'oublie un peu. Et je pense qu'il va falloir commencer à faciliter et redonner le métier de l'agriculteur à l'agriculteur. Aujourd'hui, agriculteur, c'est cultiver quelque chose, une terre ou des animaux, et c'est pas non plus nous noyer sous l'administration. Et je pense que c'est le gros défaut de l'agriculture aujourd'hui. On a toujours de plus en plus de papier à faire et donc on est multitâche. En plus d'être agriculteur, on est comptable, on est secrétaire, on est maire aussi, hein, on a une famille aussi et c'est à prendre en compte. Merci beaucoup Camille Michel. Merci. Camille Michel qui vous donne rendez-vous dans 1 heure avec tous ses amis, des jeunes agriculteurs du Var pour déguster les produits avec les vins du Château de Sannes de Pierre Gattaz. Merci à tous les quatre. Merci de Michel Cher, Système U, 50 magasins dans le Var. Merci Camille Michel. Merci Thierry Blandinière, In Vivo. Merci Monsieur le ministre de l'Agriculture. C'était parfait.